Vital Kamerhe et Sama Lukonde. L'actualité politique congolaise est marquée par une fronde parlementaire ouverte. Des pétitions de déchéance remettent frontalement en cause la conduite des deux chambres. À l'Assemblée nationale, l'initiative portée par le député Crispin Mbindule vise directement le président Vital Kamerhe. Au Sénat, une démarche parallèle cible le bureau, conduit par Jean-Michel Sama Lukonde. À l'Assemblée, les signataires reprochent à la présidence de la Chambre une gestion opaque et centralisée des plénières où des textes seraient votés en bloc, en marge des procédures, une transparence budgétaire jugée insuffisante, ainsi qu'un lourd passif social et financier, paiement partiel et irrégulier des émoluments, suppression des soins médicaux pour les députés et leurs familles, absence de dotation en véhicules de fonction et jusqu'à 10 mois d'arriérés pour les frais de fonctionnement des commissions et groupes. Ils dénoncent aussi des décisions unilatérales, une gestion personnalisée et la désignation unilatérale des contrôleurs internes, perçue comme annihilant l'indépendance du contrôle. Côté paraf, le seuil requis est annoncé comme largement dépassé. Des décomptes évoquent de plus de 100, puis 125, et jusqu'à 131 signatures contre Vital Kamerhe. Le détail communiqué pour le reste du bureau fait état de 119 signatures contre la questeuse Chimène Polipoli Lunda, 67 contre la questeure adjointe Grace Nema Péninier, 84 contre le rapporteur Jacques Unjoli, 93 contre la rapporteuse adjointe Dominique Munongo, 4 contre le premier vice-président Jean-Claude Chilumbayi et 1 contre le deuxième vice-président Christophe Mbosso. Au Sénat, la pétition menée par Afani Idrissa Mangala accuse une inertie chronique. Questions orales et interpellations bloquées pendant des mois, au point de réduire la chambre haute à une chambre d'enregistrement. Les promoteurs revendiquent plus de 70 signatures et annoncent un dépôt officiel le lundi 15 septembre, jour de la rentrée parlementaire. Fait saillant, plusieurs meneurs de ces offensives proviennent des rangs de la majorité. En toile de fond, la fronde s'inscrit dans un ressentiment plus ancien. Depuis la prise de Goma et de Bukavu, une large partie de l'opinion reproche à Kamerhe et Sama Lukonde leur silence public et l'absence de positionnement clair contre le Rwanda et le M23. Par ailleurs, des prises de position sur un éventuel dialogue politique ont alimenté la controverse, renforçant la contestation autour de la présidence de la Chambre. La suite se jouera sur la vérification formelle des signatures, l'éventuelle inscription des pétitions à l'ordre du jour des plénières et le positionnement des groupes de la majorité. Si ces étapes aboutissent, une recomposition rapide des rapports de force au sein des deux chambres pourrait s'ouvrir. Face à cette double contestation, le président Félix Tshisekedi a convoqué une réunion interinstitutionnelle pour tenter de désamorcer la crise et fixer le cap à la veille de la rentrée parlementaire. Ce lundi 8 septembre 2025, le président Félix Tshisekedi a réuni à la Cité de l'Union africaine les principales institutions de l'État pour une séance de travail consacrée à deux enjeux majeurs. La situation sécuritaire dans l'est du pays, en particulier à Uvira, et la rentrée parlementaire. Autour du chef de l'État étaient présents le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, la première ministre, Judith Suminwa, ainsi que le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta. Selon le compte-rendu, le chef de l'État a exprimé sa vive préoccupation face aux violences d'Uvira et a annoncé l'envoi d'une mission gouvernementale sur place afin de trouver des solutions. Mais cette réunion interinstitutionnelle a également pris un relief particulier à quelques jours de l'ouverture de la session ordinaire de septembre. Les présidents des deux chambres, Vital Kamerhe et Sama Lukonde, sont fragilisés par des pétitions de déchéance initiées contre eux, ce qui alimente les tensions politiques à Kinshasa. Dans ce contexte, le président Tshisekedi a exhorté les responsables du Parlement à garantir une rentrée sereine, recentrée sur les priorités nationales, la défense de la souveraineté, l'intégrité territoriale, le respect des droits humains et la sécurité des populations de l'Est. Le chef de l'État a également insisté sur une meilleure synergie entre le Parlement et le gouvernement pour accélérer les réformes en cours, en soulignant que celles-ci concernent l'ensemble des secteurs de la vie nationale. Vital Kamerhe a rapporté que cette collaboration passera par le ministre chargé des relations avec le Parlement,
afin d'imprimer une nouvelle dynamique de travail entre les institutions. La session ordinaire s'ouvrira le 15 septembre, conformément à la Constitution. Traditionnellement consacrée au budget, elle aura cette année un agenda élargi, incluant la situation sécuritaire, le fonctionnement interne des chambres et le contrôle de l'exécutif. Dans son intervention, l'élu de Bukavu a rappelé que le chef de l'État attend de cette législature une unité d'action et une collaboration étroite avec le gouvernement, alors que le pays traverse une phase cruciale sur les plans sécuritaires et diplomatiques. Mais pendant que la capitale se concentre sur les débats institutionnels, à l'Est, la situation sécuritaire reste dramatique. Le territoire de Masisi a de nouveau été frappé par une avancée du M23. Dimanche 7 septembre 2025, de violents affrontements ont secoué le territoire de Masisi, au nord Kivu. Les rebelles de l'AFC M23, soutenus par le Rwanda, ont attaqué plusieurs localités du secteur d'Osobanyungu. 8 villages, Mafuo, Biolo, Shoa, Wambaliro, Busoro, Kinyere, Burora et Ngesha, sont tombés sous leur occupation après une journée de combat. Face à cette offensive, les combattants Wazalendo ont mené une résistance acharnée avant de se replier vers Kazinga et Mahanga, à la limite de Walikale, afin de préparer une contre-offensive. La zone de Shoa et ses environs est désormais plongée dans une psychose générale. Des milliers d'habitants ont fui leur foyer, abandonnant leurs biens pour chercher refuge loin des violences. Cette nouvelle avancée du M23 démontre une fois de plus la gravité de l'agression étrangère qui saigne l'Est de la République démocratique du Congo. Elle appelle à une réaction ferme et coordonnée des autorités nationales pour protéger la population, soutenir la résistance populaire et mettre fin à l'expansion d'une rébellion qui menace directement l'intégrité du pays. Elle rappelle surtout que le M23 et le Rwanda continuent de violer ouvertement les accords de Doha et de Washington, réduisant à néant les engagements de paix conclus et exposant à nouveau la fragilité du processus diplomatique. Après Masisi, un nouveau rapport de Human Rights Watch, une nouvelle enquête de l'organisation internationale Human Rights Watch vient relancer le débat sur l'implication du Rwanda dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Publié le 4 septembre 2025, le rapport s'appuie sur des images satellites du cimetière militaire de Kanombe à Kigali et fait état d'une forte augmentation du nombre de tombes entre décembre 2024 et juillet 2025. Human Rights Watch affirme avoir recensé environ 460 nouvelles sépultures en 6 mois, avec une moyenne passée à 22 enterrements par semaine, contre moins de 2 avant la résurgence du mouvement armé M23. Selon Human Rights Watch, cette hausse traduit l'intensité des combats menés par des soldats rwandais déployés aux côtés du M23 dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. L'organisation estime que le Rwanda, en tant que puissance occupante, porte une responsabilité légale dans les abus commis par le M23, dont le massacre de plus de 140 civils en juillet dernier à la frontière rwandaise. La réaction de Kigali ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement rwandais a dénoncé une enquête qualifiée de malhonnête, macabre et obsessionnelle, accusant Human Rights Watch de chercher à attirer l'attention et de couvrir les attaques menées par des forces congolaises et leurs alliés. À Kinshasa, ce rapport est perçu comme une confirmation supplémentaire de l'implication du Rwanda dans l'agression en cours. Les autorités congolaises y voient une preuve de plus qui s'ajoute aux conclusions déjà publiées par les Nations Unies et d'autres organisations internationales. Cette affaire alimente ainsi la bataille diplomatique entre Kinshasa et Kigali, dans un climat régional marqué par l'escalade militaire et par des accusations répétées de violations massives des droits humains. Kinshasa, de son côté, réagit également au rapport des Nations Unies, rejetant toute tentative de mettre sur le même plan l'armée congolaise et les rebelles du M23. Le 5 septembre 2025, un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a conclu que toutes les parties au conflit dans l'est de la RDC ont commis de graves violations du droit international humanitaire, certaines pouvant constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Réagissant ce dimanche 7 septembre, le gouvernement congolais reconnaît que le rapport confirme la présence de troupes rwandaises sur son territoire, mais rejette toute tentative de comparaison entre l'armée nationale et le M23.
Kinshasa rappelle que les forces armées demeurent républicaines, soumises à la Constitution et engagées dans une politique de tolérance zéro face aux abus, tandis que le M23, supplétif de Kigali, base sa stratégie sur la terreur et le pillage. Le communiqué insiste, il n'existe aucun lien de commandement entre les FARDC et les FDLR, et des sanctions sont systématiquement prises contre tout élément soupçonné de collusion. Pour Kinshasa, l'ONU doit éviter les amalgames et concentrer ses efforts sur l'agression extérieure qui continue de saigner l'est du pays. La question congolaise s'est aussi invitée sur la scène régionale, avec un sommet extraordinaire de la CEEAC, où Félix Tshisekedi a appelé à l'unité face aux menaces qui pèsent sur la sous-région. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part, ce dimanche 7 septembre 2025, au 7e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, organisé à Sipopo, en Guinée équatoriale. Cette rencontre de haut niveau a mis en avant un appel clair: l'application immédiate de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, considérée comme une pierre angulaire pour restaurer la paix et la stabilité dans la sous-région. Les débats ont largement porté sur la République démocratique du Congo, où les violences se poursuivent dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Un rapport présenté aux dirigeants a souligné la persistance de vastes zones échappant au contrôle de l'État congolais et occupées par des groupes armés bénéficiant de soutiens extérieurs. Face à cette situation, les chefs d'État ont insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les processus de Lomé, de Doha et de Washington, afin de donner une cohérence et une crédibilité aux efforts de paix en cours. Au-delà de la sécurité, ce sommet a marqué un tournant institutionnel avec la nomination d'Ezekiel Nibigira, originaire du Burundi, à la tête de la commission de la CEEAC pour un mandat de 5 ans. Un signal de continuité et de renouveau qui vise à consolider l'organisation régionale dans un contexte de fortes tensions politiques et sécuritaires. Enfin, loin du tumulte sécuritaire et diplomatique, la relance du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi suscite à la fois des espoirs de modernisation et des polémiques sur la transparence. Vendredi 5 septembre 2025, le président Félix Tshisekedi a inauguré la reprise du trafic ferroviaire sur la ligne Kinshasa-Matadi, interrompue depuis 2020. La cérémonie officielle à la gare centrale a été marquée par la réception de 7 nouvelles voitures voyageurs mises en service par l'ONATRA, présentées comme un symbole de modernisation du réseau national. Le vice-premier ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba, a confirmé l'arrivée prochaine de locomotives et wagons supplémentaires pour renforcer la flotte. Mais cette relance, censée incarner un nouvel élan pour le transport public, suscite de vives polémiques. Une enquête du journaliste Israël Mutombo a révélé que les wagons mis en circulation sont en réalité des autorails japonais de type Kia 183, retirés du service en 2023 à Hokkaido en raison de leur vieillissement, avant d'être rachetés et repeints aux couleurs de la RDC. Des parlementaires de l'opposition dénoncent une opération de propagande et de mirage, critiquant le manque de transparence sur les coûts et la maintenance future. Le député Gratien de Saint-Nicolas-Iracan estime qu'il s'agit d'un projet cosmétique qui ne résout pas le problème structurel d'un réseau ferré vieux de plusieurs décennies. L'ONATRA et ses responsables rejettent ces critiques, affirmant que les wagons ont été rénovés et adaptés pour répondre aux besoins actuels. Ils insistent sur le fait que la relance de cette ligne de 365 km représente un pas concret pour désengorger les routes, réduire les coûts de transport et faciliter les échanges entre la capitale et le port de Matadi, vital pour l'économie nationale. Pour beaucoup de Congolais, l'événement reste porteur d'espoir. Voir enfin revivre une artère ferroviaire stratégique, même si les doutes persistent sur sa durabilité et sa gestion. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition du Congo Times Network. Entre violence à Uvira, contestation politique à Kinshasa, nouvelles offensives du M23 et initiatives diplomatiques, l'actualité congolaise reste marquée par de profonds défis, mais aussi par l'espoir de réforme et de